Merci Monsieur Cazot. Donc pour cette introduction, je vais m'attacher à présenter les évolutions de l'Internet mobile, la place du smartphone dans l'accès à Internet par le mobile, ainsi que les dernières évolutions en matière de LTE, donc les réseaux de nouvelle génération. Pour commencer, une comparaison entre les évolutions des secteurs du mobile entre les États-Unis et l'Europe. Alors, on a déjà beaucoup parlé de l'impact qu'ont eu Apple, Google, donc des Américains sur le secteur. On s'est attaché dans ce slide à comparer les situations relatives de la zone Europe et des États-Unis. Bon, il faut rappeler que les États-Unis, il y a quelques années, le marché du mobile se caractérisait par une très grande fragmentation avec une concurrence technologique. En pratique, aujourd'hui, les revenus des opérateurs américains continuent à croître alors qu'ils sont en stagnation en Europe. Telefonica a même annoncé une baisse de ses résultats assez significative il y a quelques jours. En matière de revenus data, alors que les Américains étaient très en retard il y a 3-4 ans sur l'Europe, ils sont maintenant nettement en avance. Les opérateurs américains investissent plus que leurs homologues européens, là où en Europe, les opérateurs essaient de déployer LTE très progressivement à CAPEX constant. Il y a eu une accélération des investissements très, très importante aux États-Unis et des déploiements massifs, en particulier pour Verizon, sur le LTE. Alors que c'est l'Europe qui avait lancé le premier réseau commercial LTE en fin 2009, c'était TeliaSonera à Stockholm. Aujourd'hui, c'est Verizon qui est le réseau qui couvre à peu près la moitié de la population américaine, donc le plus gros réseau LTE dans le monde. En matière d'ARPU, bon, là il y a d'autres explications à cette différence, mais l'ARPU nord-américain est 2 fois plus important que l'ARPU européen. On a aussi une très grande fragmentation du marché européen, avec un grand nombre d'opérateurs. On a quelques opérateurs pan-européens, mais qui ne sont pas présents dans tous les marchés, alors qu'aux États-Unis, le marché, à 90%, est détenu par 4 opérateurs. La pénétration des smartphones, donc phénomène né aux États-Unis, est également plus importante sur ce marché qu'en Europe. Donc 60% des ventes aujourd'hui de terminaux aux États-Unis sont des smartphones. Autre caractéristique du secteur des mobiles, c'est une assez grande sensibilité à la crise. Donc on voit ici un impact très direct sur les revenus des opérateurs d'une baisse du PNB. Alors c'est encore plus significatif si on regarde des pays comme la Grèce ou le Portugal. Bon, il ne faudrait pas sombrer dans le pessimisme non plus. Il y a quand même des lueurs d'espoir. Le secteur reste très dynamique. Une étude récente a montré qu'un doublement des capacités largement dans un pays peut contribuer jusqu'à hauteur de 0,3 points de PIB. Donc un secteur qui reste très dynamique, marqué par une très grande innovation technologique. Qu'observe-t-on quand les réseaux mobiles offrent une capacité et des débits qui se rapprochent du fixe ? Ben, tout simplement, les usages tendent à être les mêmes, donc une utilisation très importante de la vidéo, des réseaux sociaux, beaucoup de peer-to-peer aussi, et une utilisation en termes de débit consommé dans le mois qui se rapproche du fixe. Donc on a représenté sur le graphique de gauche en jaune une consommation moyenne dans les pays développés sur les réseaux DSL, c'est compris entre 7 et 15 gigaoctets par mois. Et c'est la même consommation qu'on observe sur les réseaux nouvelle génération, donc réseau WiMAX mobile et LTE, très souvent supérieur à 10 gigaoctets par mois. Donc une appétence des utilisateurs, dès que les terminaux permettent de supporter des débits supérieurs. J'ai un petit problème avec la télécommande, voilà. Donc nous avons réalisé des prévisions en début d'année pour le compte de l'UMTS Forum, afin d'anticiper l'évolution du trafic data mobile. On est aujourd'hui dans un quasi-doublement tous les ans dans les pays développés. On s'attend à ce que d'ici 5-6 ans, il y ait un petit ralentissement de cette croissance. C'est ce qui a été observé également sur le fixe. Donc au total, à horizon 2020, on table sur une multiplication par 33 des débits consommés sur les réseaux mobiles. La consommation, voilà. La pénétration de l'Internet mobile a été marquée depuis plusieurs années par une très nette avance du Japon et dans une moindre mesure de la Corée. Bon, ce qu'on observe, c'est que cette utilisation continue à croître dans la plupart des pays développés.
Ceci étant favorisé par l'augmentation de couverture des réseaux 3G. Et à l'horizon 2015, donc on prévoit une utilisation de l'Internet mobile qui sera de l'ordre de 50% de la base des abonnés mobiles au total. La connectivité, alors là on parle maintenant de l'ensemble des terminaux connectés. On a vu apparaître depuis 2 ans à peu près les tablettes. Les terminaux les plus utilisés sur les réseaux haut débit mobile ont été dans un premier temps les clés 3G ou les hotspots personnels Wi-Fi. Et avec cette évolution de la base de terminaux, est apparue une plus grande différenciation dans les plans tarifaires des opérateurs. Alors, on s'est amusé à comparer le prix du gigaoctet offert par les opérateurs pour différents terminaux. Donc on observe que ce prix de gigaoctet est très nettement supérieur pour les smartphones que pour les clés ou les PC connectés par exemple. La pénétration, le succès des smartphones et leur pénétration dans la base de terminaux continue à croître fortement. Alors pas seulement dans les pays développés, donc c'est un phénomène bien évidemment très significatif en France, en Europe et aux États-Unis. Le Japon rattrape son retard dans ce domaine, mais également dans les pays en développement, notamment les pays, tous les BRIC. Quels sont les terminaux LTE disponibles? Alors ça c'est particulièrement intéressant parce que là où la 2G et la 3G avaient pris du retard, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de terminaux disponibles, ça n'est pas le cas pour LTE. Les terminaux sont arrivés effectivement en cours d'année, les premiers smartphones sont arrivés en cours d'année pour le marché nord-américain. Donc il n'y a pas de retard à déplorer sur ce plan-là, et LTE est arrivé dans les temps pour les infrastructures et également en temps et en heure en ce qui concerne les terminaux. Donc on a aujourd'hui, d'après la GSA, à peu près 200 terminaux LTE disponibles. Donc on a déjà une grande variété de types de terminaux. Ce sont bien évidemment les clés et les hotspots Wi-Fi qui ont été les premiers terminaux disponibles, donc suivis assez rapidement par les tablettes et les smartphones. Et on a également sur le marché des terminaux destinés au marché M2M et également des routeurs. Alors en Allemagne, les opérateurs qui ont des obligations de couverture des zones rurales avec le dividende numérique proposent à leurs abonnés des routeurs domestiques, donc qui sont LTE, qui fournissent une capacité, une couverture Wi-Fi pour tous les équipements dans la maison, et qui proposent également une prise pour un téléphone fixe RNIS. Aux États-Unis, Verizon envisage un couplage des antennes satellites, donc pour la réception de la télévision par satellite, avec une antenne LTE, de façon à offrir une offre triple play. Les déploiements dans le monde, donc aujourd'hui LTE c'est à peu près 6 millions d'abonnés dans le monde, donc l'essentiel des abonnés est en Amérique du Nord, notamment chez Verizon. Ce qu'on prévoit à l'IDAT, c'est que l'an prochain, l'Asie-Pacifique va prendre le relais, avec des déploiements massifs dans un certain nombre de pays. Bon, l'Inde et la Chine, qui vont être les principaux réservoirs de croissance, sont soumis à quelques incertitudes politiques. Donc là, il y a sans doute quelques mois de battement en matière de lancement des services. L'Europe est un petit peu en retrait, avec des déploiements qui sont plutôt limités géographiquement. LTE est surtout utilisé pour apporter de la capacité dans un premier temps. Une innovation tarifaire accompagne également l'explosion des débits disponibles et des capacités. Donc ce qu'on a vu dans les 2 dernières années, c'était on sort de l'illimité, on va vers une plus grande segmentation des offres tarifaires. Et ce qui est proposé progressivement maintenant, c'est une segmentation par les débits disponibles, par les capacités offertes par mois. Et puis de plus en plus, on verra, et ça c'est encore facilité par les capacités de LTE, c'est une différenciation par la qualité de service. Donc il sera possible de différencier des abonnés premium de l'abonné lambda. Donc par exemple, offrir une meilleure qualité de service dans les heures de pointe à des abonnés qui paieront un petit supplément chaque mois. Une illustration de ces tarifs, ce qui est important de noter, c'est en particulier les plafonds mensuels. Donc on voit qu'on arrive à des plafonds, par exemple, de 30 gigaoctets par mois, donc ce qui est quelque chose de tout à fait considérable. Une autre innovation dans le secteur du LTE, c'est l'apparition d'opérateurs de gros, en tout cas de projets d'opérateurs de gros, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va en rester. Le plus connu, c'est la Headsquared, qui interviendra cet après-midi. Aujourd'hui, la Headsquared est confrontée à de grosses difficultés d'interférence avec les GPS, vous en avez sans doute entendu parler.
Il est clair pour nous que le marché américain ne pourra pas supporter 3 opérateurs de gros, puisqu'il y a 3 opérateurs prévus, hein, aux côtés de Clearwire qui va basculer du WiMAX mobile à LTE, de LightSquared qui est en train d'essayer de monter son réseau, et puis un nouvel acteur Dish qui a récupéré des fréquences dans la bande S. Donc nous considérons qu'il n'y a vraiment pas la place pour 3 opérateurs de gros, donc une consolidation à attendre dans les 12 à 18 mois sur le marché nord-américain. Voilà, si j'arrive à passer à la slide suivante. Nos prévisions de marché, donc on est un petit peu optimiste, hein, mais au fur et à mesure que les années passent, on se retrouve un petit peu dans la moyenne des prévisions. On s'attend à peu près à 13 millions d'abonnés LTE sur la fin de l'année. Il y aura sans doute un boom des ventes, en particulier aux États-Unis, pour la fin de l'année. À peu près 380 millions d'abonnés LTE à fin 2015. LTE arrive et apporte beaucoup plus de complexité, en particulier au niveau des bandes de fréquences qu'il s'agit de gérer. On a déjà 14 bandes de fréquences LTE dans le monde. Il y en aura encore quelques-unes de plus l'an prochain. Ceci apporte plus de complexité pour les opérateurs, mais ça va faire partie de plus en plus de leur métier dans les années à venir. Ça apporte plus de complexité également dans les terminaux. Ça, on va y revenir dans les présentations qui vont suivre. Les terminaux doivent gérer maintenant 3 standards, le GSM, la 3G et LTE. Ils doivent gérer 6 ou 7 bandes de fréquences, des bandes de fréquences 2G, 3G, LTE. Il faut gérer le Wi-Fi, le GPS, le NFC, etc. Donc des contraintes qui s'ajoutent pour les fabricants de chipsets et terminaux. Je conclurai avec quelques questions qui vont être traitées par les speakers suivants. Alors, est-ce qu'on assiste à la fin du feature phone, le téléphone bas de gamme? Est-ce que les smartphones vont envahir tout le marché avec des baisses de prix conséquentes? Quelles peuvent être les fonctionnalités des smartphones du futur? On voit que déjà depuis 2-3 ans, ces fonctionnalités, ces capacités se sont enrichies. On a maintenant des smartphones avec des processeurs double cœur, bientôt avec 4 cœurs, donc l'équivalent de PC d'il y a 2-3 ans. Bon, quel prix associé pour ces terminaux très intelligents? Le débat sur les systèmes d'exploitation, sur l'impact des magasins, des App Store qui sont présents aujourd'hui, qui vous permettent de charger des applications, et puis l'impact des évolutions associées à la carte SIM sur les stratégies éventuellement pour de nouveaux entrants. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention.